Bonsoir à vous tous et merci encore une fois d'être avec nous. C'est le programme du soir sur World Info. Le décryptage de l'actualité du jour. Nous allons essayer de faire la situation dans le monde à propos du coronavirus. Tous les pays du monde touchés. Nous en parlons tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Mamadou Diouf, est-ce que à l'heure où nous parlons, il n'y a plus aucun pays du monde qui soit épargné par le coronavirus? Aucun pays n'est épargné aujourd'hui. Tous les pays sont touchés. Les derniers pays étaient des pays qui étaient caractérisés par leur isolement par rapport aux relations internationales. Le Malawi, le Burundi, à un certain moment, bien que même les gens doutaient du fait qu'il n'y avait pas de cas au Burundi, cette enclave à l'intérieur de l'Afrique du Sud, le Lesotho, etc. Sao Tomé Principe, c'est ces quelques pays qui avaient été les derniers pays à ne pas être touchés. Mais à l'époque, beaucoup de scientifiques se posaient la question, est-ce que ces pays ne sont pas touchés ou ces pays n'ont pas encore les moyens qui permettent de détecter la maladie? Et aujourd'hui, ce à quoi tout le monde s'attendait est arrivé. Il n'y a pas un pays au monde qui n'est pas touché par le coronavirus. Alors, comment ça se comprend que ces pays soient touchés, en tout cas des pays qui n'ont pas forcément des relations avec d'autres pays? En fait, il est difficile qu'un pays n'ait aucune relation avec les autres pays. La maladie s'est propagée en fonction du niveau d'interaction entre un pays et d'autres pays, surtout si le coronavirus est présent au niveau de ces autres pays. Bon, quand on prend le cas du Lesotho, à part l'Afrique du Sud, quel pays est en relation véritablement avec le Lesotho? Mais vu la situation de l'Afrique du Sud aujourd'hui, un des pays les plus contaminés en Afrique, ce qui s'est passé à travers les frontières avec d'autres pays, avec ce qu'on appelle les cas importés, le Lesotho, ce n'était pas logique que le Lesotho y échappe. Puisqu'il y a nécessairement au moins quelqu'un qui va quitter l'Afrique du Sud pour y aller, ou bien le contraire, et il va rentrer chez lui, il va transporter la maladie comme on l'a vu un peu partout. Avec les autres pays, c'était comme ça. Puisque les cas importés, c'était surtout le trafic international dans un premier temps. Ces pays n'ont pas des aéroports où il y a un trafic très important. Même s'il y avait un trafic, les avions sont à l'arrêt pratiquement. Et ça explique un peu le fait que ces pays aient été les derniers à avoir la maladie. Alors justement, c'est des pays où, vous l'avez dit, le trafic aérien n'est pas intense, donc facile de contrôler les arrivées, d'isoler des cas. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui des cas qu'on a détectés qui sont isolés ou simplement des contaminations communautaires? C'est des cas qui ont été identifiés, puisque c'est avec l'OMS. C'est l'OMS qui fait ce... Avec l'OMS, il y a l'AFP également, c'est les deux comptes qui sont les plus utilisés. Au départ, c'était un compte des pays. Aujourd'hui, c'est le compte des maladies au niveau de chaque pays et le total. Au niveau de ces pays, des cas ont été découverts et les gens se posent des questions. Parce que même en France, tout récemment, on a démontré que celui qu'on considère comme le malade zéro n'était pas en fait le malade zéro. Et ça, l'OMS avait déjà posé ce problème par rapport à ces pays en disant, bon, tant qu'il n'y a pas pratiquement des tests qui se font de façon massive, dire qu'il n'y a pas de cas, l'OMS disait toujours il n'y a pas de cas officiels. C'est-à-dire on n'a pas jusqu'à présent dit à l'OMS, puisque c'est ce que les pays font, nous avons un cas et argumenter le cas en disant il vient de tel pays, etc. C'est ça qu'on appelle le cas officiel, mais l'OMS même se posait des questions, pourquoi jusqu'à présent ces pays ne sont pas rentrés dans cette contamination qui prenait une dimension planétaire. Donc ça fait partie de ce qui l'a retardé. Et parfois, quand on regarde un pays comme le Mali, qui est rentré tardivement et qui après vient dépasser tous les pays qui étaient rentrés avant le Mali, on se pose toujours cette question, est-ce qu'au moment où on disait qu'il n'y avait pas de cas, est-ce qu'effectivement il n'y avait pas de cas ou est-ce que les cas n'avaient pas encore été identifiés? Parce que quand même, l'épidémie part toujours d'une seule personne et à partir d'une personne, ça ne va pas très vite. Alors que le Mali est passé très rapidement de 2 cas à plus de 500 cas. En dépassant d'autres pays qui avaient déjà eu la contamination 2 semaines, 3 semaines même parfois avant le Mali. Donc, cette interrogation de l'OMS est encore une réalité. Alors, donc, quelle est la situation actuelle aujourd'hui du monde? On a combien de contaminés d'après les décomptes? La situation devient de plus en plus grave. On est pratiquement à 4,4 millions de personnes officiellement contaminées. C'est-à-dire des cas avérés, testés.
puisque l'OMS est très clair là-dessus. L'OMS considère qu'il y a toujours des cas qui n'ont pas été testés, quel que soit le pays, pas seulement en Afrique comme on a tendance à le dire. On est autour de 290 000 morts. Ce qui veut dire qu'il y a sérieusement des problèmes, mais la situation n'est pas la même partout. Jusqu'à présent, l'Afrique, pour qui on craignait le pire, est le continent qui s'en sort le mieux. On est à moins de 2500 morts en Afrique. On est à moins de 70 000 contaminations. Bien que malheureusement, on voit quand même la contamination progresser dans un certain nombre de pays. L'Europe, les États-Unis sont les deux espaces les plus contaminés. La Russie, qui était en retrait, est en train aussi de faire la course vers l'avant parce que depuis quelques jours, on a plus de 10 000 cas par jour au niveau de la Russie. Donc voilà un peu la situation. Bon, d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, qui pendant longtemps étaient à peu près l'épicentre de la maladie, les zones où les gens avaient le plus peur, ces gens commencent à respirer un peu, le nombre de malades diminue, le nombre de cas graves diminue, le nombre de décès également diminue, mais la maladie est encore présente au niveau de ces pays. Alors si globalement au niveau du monde, on a près de 4 500 000 contaminations connues, on peut estimer de façon globale à combien le nombre de cas dans le monde, en prenant en compte par extrapolation les cas qu'on ne connaît pas. Il y a plusieurs hypothèses, mais qui se contredisent. Et cela se comprend puisque les comportements ne sont pas les mêmes. Quand on avait posé la question au Sénégal à un des spécialistes en épidémiologie, il avait dit qu'il va être difficile de répondre parce que même à l'intérieur du Sénégal, tous les Sénégalais n'ont pas le même comportement. Et puisque les Sénégalais n'ont pas le même comportement, quelqu'un de contaminé va contaminer 2 personnes, un autre va contaminer un très grand nombre. Et il avait montré celui qu'on considérait comme le champion au Sénégal, qui lui tout seul avait contaminé 28 personnes. Bon, je me demande, est-ce qu'il y a un champion plus que le Ghanéen dont on parle, qui lui tout seul a contaminé 533 personnes. Vous voyez un peu la distance entre 28 et 533. Donc, ils disent qu'il y a une difficulté pour mettre un modèle dans un pays, encore moins pour mettre un modèle entre des pays où les comportements ne sont pas les mêmes. Et c'est ça qui a fait que pendant longtemps, calculer le pic a été une difficulté parce qu'on avait l'impression que la pandémie n'avait pas un comportement assez clair pour qu'on puisse dire le pic interviendra à tel moment. Et on est toujours dans cette même situation. Donc, vous avez plusieurs hypothèses. Si on prend le cas des États-Unis, où il y a une vingtaine d'hypothèses sur la base du 6 juin, début juin, certains disent 135 000 morts, d'autres disent 100 000 morts, d'autres disent 115 000 morts, etc. Parce qu'effectivement, il y a ce paramètre comportement de l'individu qui est un paramètre extrêmement difficile à maîtriser, alors que c'est l'individu qui transmet la maladie. Alors donc, considérer aujourd'hui, par exemple, que 4 500 000 contaminés connus, on peut se dire globalement que le monde entier compte 6 à 8 millions de contaminés, en ajoutant ceux qu'on ne connaît pas, c'est faire erreur? Ce n'est pas faire erreur, c'est avancer une hypothèse, puisque c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui. C'est avancer une hypothèse, et il y en a qui l'avancent. Quelqu'un comme le professeur Raoul considère que, bon, la phase la plus difficile est passée. De plus en plus, il a un discours rassurant, comme quoi ça va finir. La chose s'est suffisamment étendue, on va maintenant assister à un retour vers la normale progressivement, même s'il ne donne pas un délai. Alors que c'est ça le gros problème avec cette maladie. Personne ne s'aventure à nous dire en décembre ça sera terminé. Et c'est de ça qu'on a besoin pour faire de la planification, pour organiser, pour savoir ce qu'on va faire. Donc le plus difficile reste encore, même les scientifiques sont très prudents quand on leur demande de se projeter rien que sur 15 jours. Par rapport à la maladie, les scientifiques sont très prudents. Ils mettent beaucoup de paramètres avec des variables, avec tellement de si que finalement, il est difficile de prendre ce que le scientifique dit et sur cette base, de prendre une décision. On le voit actuellement avec la tendance au déconfinement, puisque les scientifiques ne parviennent pas à dire aux gens à tel moment, ça peut s'arrêter pour qu'on sache qu'on fera le sacrifice pendant 3 semaines et que ça vaut le coup, parce qu'après ça va s'arrêter. Mais s'il faut faire autant de sacrifices et au bout de 3 semaines, qu'on nous dise on va ajouter encore 3 semaines, finalement, on ne sait plus avec quoi on va prendre notre planification. Alors, si tous les pays du monde sont touchés, ça veut dire par ricochet, tous les continents sont touchés. Est-ce que sur les 5 continents du monde, on a la même souche de coronavirus?
Actuellement, on considère que c'est la même souche, sauf certains qui disent non, la Chine n'a pas donné véritablement le vrai ADN, etc. Mais c'est carrément une minorité. L'essentiel des scientifiques sont d'accord sur le fait que le coronavirus qui est là aujourd'hui, c'est celui qu'on a connu en Chine. Mais il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes dans le domaine des virus, et les virus ont cette capacité de muter. Oui. Non pas parce que quelqu'un les a touchés, parce que ça aussi c'est important de le préciser, ça fait partie de leur nature d'être ce qu'on appelle des rétrovirus. C'est-à-dire, à un certain moment, c'est le même virus qui est là, mais qui a d'autres éléments qui font qu'il n'est plus identifiable exactement comme l'autre virus. On l'a vu avec le VIH, qui a fini par être un VIH1 et un VIH2. Donc ça également c'est important, parce que souvent, dès qu'on dit ça change, on croit que c'est la manipulation de la personne, alors que ça fait partie de la nature d'un certain nombre de virus de pouvoir changer de comportement. Mais pour le moment, les scientifiques travaillent pratiquement sur le même virus, de sorte que quand le professeur Montagnier a voulu dire qu'il a vu un certain nombre d'éléments dans le virus qu'on a éventuellement tiré du virus du sida, les scientifiques ont immédiatement démenti en disant que ce que lui il a constaté, eux ne l'ont pas constaté. Alors, une progression très rapide du virus, malheureusement, la recherche ne suit pas la progression. En fait, la recherche ne peut pas suivre la progression. C'est vrai qu'on est pressé d'avoir une solution, mais aucun scientifique n'a promis un médicament ou bien un vaccin sur moins de 18 mois. Tout ce qu'on a écouté ont été très clairs. S'il faut créer un vaccin, s'il faut créer un médicament, on en a pour 18 mois. Puisque le cas de l'hydroxychloroquine est un cas particulier, on n'est pas allé créer un médicament, on est allé utiliser un médicament qui existait déjà. Et malgré tout, vous avez vu la polémique que cela a soulevé. Donc ça, les scientifiques avaient été clairs là-dessus. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on apporte de façon très rapide une réponse si la réponse part de zéro. C'est-à-dire, on fait de la recherche fondamentale, on trouve une solution, on fait les essais au niveau in vivo, dans les micro-organismes, on fait les essais au niveau des animaux, on fait valider avant d'aller faire les essais au niveau des individus. Vous voyez que dire aux gens qu'on a un vaccin à vue d'œil, c'est seulement le président Trump qui avait osé le dire à l'époque, et aujourd'hui, il ne tient plus ce discours. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On va marquer la pause, le temps de recevoir après notre invité.